Bonjour, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde pour notre session écho aujourd'hui sur la limite de la compassion, soutenir le bien-être dans des environnements très stressants et exposés au traumatisme. Avant de commencer notre présentation, j'aimerais profiter de l'occasion pour reconnaître que le territoire sur lequel je présente aujourd'hui, la ville de Gatineau, est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabeg. Je reconnais l'oppression des terres, des cultures et des peuples originaux dans ce que nous appelons aujourd'hui le Canada. Et nous sommes très reconnaissants d'avoir l'opportunité d'être sur ce territoire. Brièvement, le projet ECHO en soins palliatifs est une initiative nationale de 5 ans visant à cultiver des communautés de pratique et à établir un développement professionnel continu parmi les fournisseurs de soins de santé du Canada qui s'occupent des patients atteints d'une maladie limitant leur espérance de vie. Nous vous invitons bien sûr à consulter notre site web echopalliatif.com. Le projet Éco en soins palliatifs est soutenu par une contribution financière de Santé Canada. Donc, les opinions exprimées ici aujourd'hui ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada. Brièvement, la majorité d'entre vous connaissez sûrement Pallium Canada pour nos programmes LEAP, tels que les fondements du LEAP, qui est un cours interprofessionnel qui porte sur les compétences essentielles pour offrir une approche de soins palliatifs, accrédité par le CMFC ainsi que le Collège Royal. Je vous invite à regarder le site web de Pallium Canada pour en savoir plus. Donc, pour quelques bienvenus et rappels, vos micros sont en sourdine. Il va y avoir une période de questions et de discussions à la fin de la présentation. Nous vous invitons à utiliser la fonction de clavardage pour vous présenter ou bien si vous éprouvez des difficultés techniques. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Q&R ou bien Q&A pour poser des questions et nous allons les adresser vers la fin de la présentation. Cette session est enregistrée et sera envoyée par courriel aux personnes inscrites. Et juste un petit rappel de ne pas divulguer d'informations personnelles sur la santé durant cette session. Alors, je me présente, mon nom est Diana Vince, je suis gestionnaire du projet Éco en soins palliatifs chez Pallium Canada. Je vais maintenant laisser notre conférencière Françoise Mathieu à se présenter brièvement. Bonjour tout Bonjour le monde. tout le monde. Euh, ah oui, il y a un petit écho, Diana. Veux-tu te mettre en sourdine quand je présente? Je ne sais pas pourquoi, là. La technologie aujourd'hui ne va pas super bien en sourdine. OK, on m'entend. Tout va bien? OK. Alors, bonjour, je m'appelle Françoise Mathieu. Je suis une psychothérapeute enregistrée dans la province de l'Ontario et je suis également spécialiste en gestion du traumatisme secondaire et en intervention de crise. Super, c'est un plaisir de t'avoir avec nous encore une fois, Françoise. Je vais maintenant passer à travers les déclarations et les conflits. Donc, Pallium Canada est un organisme à but non lucratif. Nous générons des fonds pour soutenir les opérations et les recherches et le développement à partir des frais d'inscription à nos cours LEAP, ainsi que les ventes de notre livre de poche en soins palliatifs et partiellement financé par une contribution de Santé Canada. Alors, Françoise a comme déclaration ce que vous voyez sur l'écran devant vous. Moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et maintenant, je vais céder la parole à Françoise pour continuer la présentation. Merci, Diana. Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai eu le plaisir de vous rencontrer auparavant. Si vous m'avez jamais rencontré, vous allez sûrement noter très rapidement que bien que je suis québécoise à l'origine, j'ai aussi un petit peu un drôle d'accent. C'est peut-être parce que ça fait 30 ans que je vis à Kingston, qui n'est pas une ville très francophone. Alors, je vais d'avance vous demander votre indulgence pour mes erreurs de syntaxe. Je travaille en général, je travaille plus en anglais qu'en français. Alors, je vais faire de mon mieux, mais j'espère que vous allez avoir de la gentillesse pour les petites erreurs que je vais peut-être faire. Alors, je vais parler un petit peu, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble, alors j'essayais de vous offrir un petit peu peut-être le meilleur des outils qu'on a développés et que j'ai appris moi-même en 30 ans de carrière. Mais
En tant que professionnel en relation d'aide, mon équipe a développé au fil des ans une compréhension approfondie des facteurs complexes qui peuvent influencer la santé et le bien-être de tous les travailleurs qui œuvrent dans des contextes à haut niveau de stress. Je suis sûre que vous êtes d'accord que quand on évolue dans des contextes de travail exigeants et éprouvants, on oublie parfois de reconnaître l'influence de ces facteurs sur notre bien-être physique et physiologique, mais aussi l'impact sur nos êtres chers et les patients que l'on dessert. Fait que, selon moi, on doit prendre un recul pour tenir compte du traumatisme secondaire ou vicariant, de l'épuisement professionnel et d'autres concepts connexes. On doit aussi examiner soigneusement les facteurs qui ont un impact sur nos comportements, nos pensées et nos croyances. Alors, comme la présentation d'aujourd'hui est assez courte, je vais seulement couvrir quelques points principaux et en plus, on a préparé une ressource numérique avec des liens vers d'excellentes ressources pour vous permettre d'explorer davantage sur le sujet. Essayer d'avancer là. Voilà, OK. Alors, écoutez, depuis le début de ma carrière, ce qui fait presque 30 ans maintenant, soit comme bénévole en soins palliatifs ou comme intervenante de crise, je me suis toujours demandé la chose suivante. Quel est le juste équilibre entre trop se préoccuper de la douleur et de la souffrance de nos patients et de ne pas s'en soucier du tout? Alors, moi, je vis à Kingston, comme vous savez probablement, qui est la capitale carcérale du Canada. Et il y a ici beaucoup d'établissements correctionnels, c'est-à-dire des prisons de sécurité moyenne à maximale. J'ai travaillé il y a quelques années de ça comme bénévole dans le pénitencier de Kingston, qui, comme vous savez probablement, est la plus ancienne prison du Canada. J'ai commencé à soutenir des personnes qui purgeaient des peines d'emprisonnement à perpétuité et j'ai beaucoup aimé ce travail. Ça m'a toutefois aussi permis de constater que certains agents correctionnels étaient très intolérants. Ils étaient à pic, vous savez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était des gens cyniques. Ils parlaient parfois de façon irrespectueuse aux détenus ou à leur sujet. Ils n'étaient même pas aimables les uns envers les autres. Et vous avez sûrement, malheureusement, observé cela en contexte de soins de santé, n'est-ce pas? Mais certains agents correctionnels semblaient toutefois pleins de compassion. Ils semblaient être capables de recadrer les raisons pour lesquelles ces personnes-là s'étaient retrouvées dans le système correctionnel. Et certains d'entre vous peuvent sans doute vous imaginer que, quand je raconte cette histoire-là, que les agents correctionnels les plus à pic, les plus épuisés, étaient ceux qui étaient là depuis de nombreuses années et que les plus compatissants étaient les nouveaux. Mais ce n'était pas du tout le cas. Et c'est pas du tout ce que la recherche démontre dans les soins de santé non plus. C'est vrai que certaines personnes sont totalement désabusées puis qu'ils n'aiment pas leur travail parce qu'elles sont là depuis trop longtemps. Puis ça, vous en connaissez probablement des gens qui, ça fait trop longtemps qu'ils sont là, c'est temps qu'ils partent. Mais en réalité, ce qu'on observe, c'est qu'on observe le taux les plus élevés d'épuisement professionnel, de négativité et de cynisme chez les débutants. Puis ça, que ce soit en soins palliatifs, en soins infirmiers, dans les forces de l'ordre, protection à la jeunesse et en éducation. Alors, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un nouvel intervenant présente-t-il de tels symptômes aussi rapidement après avoir commencé à travailler? Cette question-là m'a tellement intéressée que j'ai décidé de passer les 20 années suivantes de ma vie à essayer de comprendre ce qu'on appelle les comportements qui permettent de poursuivre une carrière fructueuse, et c'est de quoi je veux parler aujourd'hui, et les moyens qui nous permettent de conserver notre capacité de démontrer de la compassion envers certaines personnes. Alors, il y a quelques années, j'ai donné une présentation TED et ce que j'ai découvert quand j'ai fait ma recherche pour ma présentation, c'est des recherches vraiment intéressantes sur le concept qu'on appelle l'équanimité ou l'équanimité. Je pense que c'est le deuxième en français. Alors, je vais fournir une citation d'une recherche qui a été faite par mon collègue Richard Harrison à l'Université de la Colombie-Britannique et il dit la chose suivante. Lorsque les cliniciens maintiennent une clarté sur les limites interpersonnelles, lorsqu'ils sont capables de s'approcher très près sans fusionner ni confondre l'histoire, les expériences et la perspective du patient avec les leurs, ce type d'accord empathique exquis est nourrissant. Une présence attentive, une préoccupation sincère, une forme d'engagement compassionnel hautement présente, sensible et bien encadrée. Alors, c'est
le but ultime. C'est quoi justement l'équanimité et de développer un outil pour retourner à un certain équilibre pendant nos journées de travail et ne pas tout simplement attendre à nos heures de loisirs. Et ça, je vais en reparler un petit peu plus tard. La deuxième chose, c'est le deuxième défi dans notre travail, c'est d'apprendre à gérer l'impact des récits difficiles. Il y a un an de ça, on m'a demandé d'écrire un chapitre de livre sur ce thème-là qui s'appelait Gérer les choses que nous ne pouvons pas oublier ou Managing the things that we can't unsee. Cela, ça fait référence aux histoires qui nous collent à la peau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas chaque histoire hein, qui nous accroche. Êtes-vous d'accord? Il nous arrive parfois de passer des journées, voire des semaines à soutenir des personnes tout en nous sentant bien ancrés et présents. Et puis, un jour, une histoire en particulier provoque chez nous une réaction intense de tristesse ou d'anxiété, ou nous rappelle quelque chose de notre propre passé ou une histoire clinique antérieure. Il y a plusieurs raisons pour ça. Ça peut être une accumulation d'histoires semblables qui nous usent. Ça peut être une histoire qui nous touche très personnellement, ou c'est peut-être un patient qu'on connaît ou qui nous fait penser à quelqu'un qu'on aime. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? À la fin des années 1990, Eric Gentry et Anna Baranowski, qui sont tous deux des experts en traumatologie et usure de compassion, ont mis au point un protocole de soins pour les personnes qui souffrent d'un grave stress traumatique secondaire et de fatigue empathique. Avant d'examiner ces stratégies avec vous brièvement, on va se concentrer sur les choses que vous pouvez faire par vous-même. Alors, je ne vais pas prétendre être en mesure de résoudre les défaillances systémiques ou organisationnelles avec vous aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer le cadre qu'ils ont mis en œuvre et c'est un cadre qui nous permet d'examiner l'acquisition et l'amélioration des compétences en matière de résilience, de résolution de conflits internes, des soins personnels et des relations avec les autres. Et on va maintenant brièvement explorer chacune de ces stratégies. Alors, le premier, c'est acquisition de compétences. Alors, revenons quand on pense au comportement que je mentionnais au début qui favorise une carrière fructueuse. Pensez maintenant à une personne avec laquelle vous avez eu l'occasion de travailler. C'est peut-être un collègue, une superviseure, une mentor qui a vraiment fait preuve de compassion tout au long de sa carrière. Cette personne n'avait peut-être pas un comportement Miss America à tous les jours. Elle n'arrivait pas nécessairement chaque jour au travail en disant c'est le meilleur travail de tous les temps. Rien de tout ça, mais elle démontrait une réelle capacité d'être pleinement présente et de recadrer les situations. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette personne-là, pour affronter les grandes défaillances du système? Quels moyens utilisait-elle pour maintenir sa capacité de rester présente et en bonne santé dans cette profession? La première chose qu'on a découvert dans la recherche, c'est que ces gens-là ont développé un sentiment de compétence et de confiance en eux. Alors, parmi les conditions de travail dont on parle, on va parler surtout de situations qui amplifient justement le risque que quelqu'un ne s'épanouisse pas dans son travail. Il y a beaucoup de recherches là-dessus et vous en connaissez probablement. Il y a certaines personnes qui choisissent, avec sagesse, de changer de métier parce que c'est vraiment pas, un bon fit pour eux et c'est peut-être pas ils travaillent pas dans le bon organisme. Il y a d'autres personnes qui restent, mais leur fonctionnement se dégrade et ils perdent une empathie envers les clients, les patients et les collègues. Mais il y a un troisième groupe. Et le troisième groupe, c'est vraiment, on découvre que ce travail est vraiment une véritable vocation pour eux. Ces personnes-là semblent capables de continuer dans le domaine pendant des décennies sans développer de burn-out, tout en conservant une satisfaction professionnelle et un bien-être général. Alors, voici ce qu'on a identifié dans nos recherches. L'un des principaux comportements de soutien de carrière, c'est justement un sentiment de maîtrise, de confiance et de compétence dans notre capacité à accomplir le travail. Comment ça se développe? La confiance et la compétence, c'est sûr que ça se développe quand on a assez de support, on a le temps d'apprendre et ce qui arrive présentement après la pandémie, comme vous vivez sûrement tous les jours, c'est qu'on a beaucoup de jeunes recrues qui commencent. Puis ça peut être aussi les gestionnaires ou les superviseurs qui, eux aussi, sont nouveaux. On n'a pas eu la chance d'apprendre et de progresser au travail et ça peut être très stressant pour les intervenants et pour leurs superviseurs et leaders aussi. Alors, ce qu'on sait,
c'est que la confiance et la compétence sont très importants, mais c'est aussi les conditions de travail. Il y a une recherche qui a été faite, écoutez, c'est en 1964, qui a identifié les trois composantes d'un environnement de travail stressant qui sont encore vraies. Un conflit de nos rôles, alors avoir des demandes contradictoires, une ambiguïté du rôle, un manque de clarté qui concerne les attentes liées au rôle que l'on a et évidemment une surcharge de travail aussi. Quand on parle de conditions de travail, parmi les conditions de travail, on compte la surcharge de travail, les horaires, la rémunération, les récompenses et la reconnaissance ou l'absence de celle-ci, une communication incohérente et contradictoire de la part de la direction, une disparité de traitement entre les membres du personnel, je l'ai vu ça beaucoup pendant la pandémie, aussi l'augmentation des conflits de travail, des mauvaises conditions de travail qui peuvent évidemment conduire à l'épuisement professionnel ou le burn-out. L'autre chose que nos recherches ont démontré, c'est que la composition des dossiers peut vraiment avoir un impact important aussi. Alors, il y a plusieurs études qui ont conclu récemment que le ratio de cas complexes peut être un facteur de stress plus important que la charge de travail en tant que tel. Alors, l'autre élément dont on ne parle pas assez, selon moi, c'est ce qu'on appelle le travail émotionnel. En anglais, on appelle ça le emotional labor. Je donne un atelier au complet là-dessus. Mais un emotional labor, c'est qu'on appelle le travail émotionnel, c'est causé par l'obligation d'afficher une émotion qui ne correspond pas à ce que l'on ressent réellement à l'intérieur. L'origine de ces recherches-là, c'était sur les travailleurs, euh, comment est-ce qu'on les appelle maintenant? Donc, bon, les agents de bord dans les avions ou les serveurs ou les gens qui travaillaient en restauration qui devaient, comme vous savez, fournir un sourire quand ils ne se sentaient pas nécessairement comme ça à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a de nombreuses situations où notre travail exige aussi de nous du travail émotionnel pour demeurer professionnel, peut-être rester impartial ou encore cacher nos véritables sentiments d'irritation, de frustration, de colère ou même de tristesse. Bien que ça soit commun et courant, ce n'est pas nécessairement problématique. Devoir masquer ces véritables émotions dans des situations où on est exposé à des abus verbaux, du racisme ou d'autres formes de discrimination pour conserver son emploi ou éviter des sanctions peut avoir des répercussions importantes sur nos niveaux de stress. Ce qui fait une différence au travail émotionnel, c'est de travailler dans un environnement bienveillant et d'avoir accès à un superviseur ou un organisme qui défend nos intérêts. Mais la première étape, c'est d'identifier les situations où nous devons faire du travail émotionnel. La prochaine chose dont je vais vous parler, c'est deux études très intéressantes qui s'appellent les études sur le mal nécessaire et les sales boulots. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui font un travail normal de civil. Vous savez ce que je veux dire? Ils ne travaillent pas du tout dans nos domaines. Mon frère a travaillé pour le Cirque du Soleil pendant 20 ans. C'est vraiment pas du tout la même zone de travail que moi. Alors, peut-être que vous avez des amis ou des membres de votre famille qui travaillent dans le domaine de l'hôtellerie, du divertissement, de la construction, pêche, agriculture, décoration intérieure, etc. Autrement dit, dans un domaine qui a absolument rien à voir avec le fait d'être exposé quotidiennement à la douleur et à la souffrance de d'autres personnes. Et je vous invite à réfléchir à la singularité de notre travail et à sa différence par rapport à ces autres professions-là. Alors, pour explorer ça, j'aimerais partager justement ces deux études qui ont été publiées vers 2007-2008 et ça explore justement ce qui est unique de nos emplois. Je ne dis pas en passant que notre travail est sale, je vais expliquer ce que je veux dire dans quelques secondes. Alors, la première étude qui avait été faite par un scientifique à Harvard, c'est ça, 2008, ça s'appelait un mal nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'un mal nécessaire? Un mal nécessaire, c'est un emploi dans lequel on doit sciemment et intentionnellement causer un préjudice émotionnel ou physique à un autre être humain dans le but d'atteindre un objectif ou un résultat perçu comme plus important. Je suis certaine que vous avez plein d'exemples de mal nécessaires dans vos emplois. Je vais vous en donner quelques exemples ici.
L'étude en question insiste sur certaines tâches, comme par exemple infliger de la douleur à un enfant hospitalisé pour faire une ponction lombaire ou une prise de sang ou un traitement, ou peut-être à un patient, un autre individu. Tous ceux qui travaillent dans le domaine des soins pédiatriques savent qu'il faut parfois faire ça pour sauver la vie de quelqu'un ou pratiquer une procédure douloureuse qui est essentielle. Tout ça est évidemment très pénible pour le professionnel de la santé, mais ceux-ci savent toutefois que tout ça est essentiel pour le bien-être du patient. Il y en a plein d'autres. Il peut y avoir une obligation de signaler ou d'avertir. Comme vous savez, dans certaines situations, on doit rompre l'entente de confidentialité pour faire un signalement aux forces de l'ordre ou au service de protection de l'enfance ou à d'autres personnes en raison d'obligations légales pour protéger quelqu'un. Je vais maintenant parler de l'autre étude, puis je vais partager ce qu'ils ont trouvé pour les deux, qui étaient des éléments protecteurs. Alors, l'autre étude, ça s'appelait The Dirty Job Study. Dirty Job, c'est un travail qui est perçu comme désagréable ou troublant pour l'ensemble de la population. Alors, il y a plusieurs emplois comme ça. Je ne sais pas si vous avez par exemple, des fois, menti. Si quelqu'un, un civil, vous demandez ce que vous faites comme travail, puis vous l'avez dit, ah, je travaille chez Walmart ou je travaille pour le gouvernement parce que vous ne vouliez pas embarquer dans l'histoire ou les réactions qu'il allait avoir envers vous. Soit il allait vous raconter une histoire de leur propre perte ou de leurs parents qui sont décédés, ou vous allez vous raconter leur propre cheminement, ou vous allez vous dire que vous êtes des saints, ou toutes sortes de situations comme ça, mais toutes sortes de réactions qu'on voit. Alors, je ne vais pas faire la liste ici, vous pouvez la voir, mais quelques exemples, c'est des gens qui travaillent en extermination, agents de probation, libération conditionnelle, agents de recouvrement, infirmières aux urgences, les gens qui travaillent en service funéraire, policiers aux affaires internes, travailleurs sociaux, des avocats spécialisés en dommages corporels, etc. Le public a l'impression que ces emplois-là sont entachés par leur nature même. Alors, ce que l'étude a regardé, c'est qu'est-ce que l'on fait quand on travaille dans ces emplois-là, qui sont des stratégies d'adaptation. Alors, voici ce qu'ils ont mis en évidence. Certaines stratégies, je vais voir si vous les avez déjà utilisées, qui sont des stratégies d'adaptation fréquemment utilisées par les personnes qui travaillent dans ces types d'emplois, qui sont considérés, entre guillemets, comme des sales boulots, qu'on utilise pour atténuer notre stress. Alors, la première, c'est une stratégie de recadrage. Quelqu'un doit le faire aussi bien que ce soit moi. Je me souviens, il y a plusieurs années, mon frère, qui était à ce moment-là, comme j'ai mentionné, gestionnaire au Cirque du Soleil, m'a dit qu'il ne pouvait pas venir passer la fin de semaine avec moi parce qu'il devait aller en Asie congédier 400 travailleurs. Imaginez. Et je me souviens avoir été évidemment très déçue de manquer, je pense que c'était pour la fin de semaine de Pâques. Et je lui ai dit, mon Dieu, ça semblait très loin pour voyager, pour aller faire ça. Est-ce que c'est vraiment toi qui dois le faire? Et mon frère m'a dit, non, mais moi, je vais le faire avec dignité, avec compassion. Si quelqu'un doit les congédier, c'est aussi bien d'être moi. Et en passant, plusieurs années après, j'ai rencontré certaines personnes qui avaient travaillé avec mon frère qui m'ont dit que c'était la personne, le leader avec le plus de compassion qu'il ait jamais vu. Alors ça, c'est un recadrage qu'on peut utiliser quand on se sent confiant et compétent dans le travail qu'on fait. Un autre, ça s'appelle un tampon social. En anglais, j'aime pas vraiment ce terme-là, mais en anglais, on appelle ça social buffers. Par exemple, assister à des conventions qui réunissent des personnes qui font un travail similaire. Passer des temps libres avec des amis qui travaillent aussi dans le même domaine que nous. Il y a beaucoup de ces gens-là qui disent, écoute, c'est tellement plus facile, j'ai rien à expliquer, les gens me comprennent, ne sont pas choqués ou même horrifiés par mes récits ou par ma façon de procéder. C'est pas problématique en soi, à moins qu'à un moment donné, notre univers se rétrécit et on fait juste penser et passer du temps avec les gens qui travaillent dans le même champ de travail que nous. L'autre, c'est l'humour sombre. Comme vous savez probablement, il y a des statistiques qui démontrent que les bris de confidentialité dans les hôpitaux, c'est très souvent dans les ascenseurs. Et c'est là où, je ne sais pas pourquoi, mais les gens se lancent un petit peu plus lousse. Ils vont des fois avoir utilisé un humour sombre pour soulager les tensions et faciliter l'exercice de la profession, mais qu'on oublie peut-être que les gens sont là et peuvent nous entendre. J'ai déjà parlé d'évitement, d'éviter de dire aux gens ce qu'on fait pour gagner notre vie ou même carrément mentir sur ce qu'on fait pour éviter d'être interrogé à ce sujet-là dans un contexte social. Les deux derniers, c'est une comparaison sociale. J'ai souvent constaté des comparaisons entre différentes professions du même type.
les personnes que je vois des fois se livrent à une étrange compétition pour déterminer qui a le meilleur travail ou qui a le travail le plus respecté. J'ai vu ça chez les policiers qui se comparent des fois aux ambulanciers ou aux pompiers. Il y a une hiérarchie dans ces professions-là. On voit ça des fois chez les médecins. On est d'accord qu'il y a une perception de hiérarchie entre chirurgiens et généralistes, etc. Et dans le fond, toutes ces personnes-là se portent tous au service de la même clientèle. On accomplit souvent des tâches plus complémentaires, mais on voit encore beaucoup de comparaisons sociales. Finalement, il y a la distanciation. On utilise alors certains termes irrespectueux. Je suis sûre que vous ne le faites pas parce que les soins palliatifs sont l'endroit où je vois le plus grand respect envers les patients en passant. Mais vous avez peut-être vu ça dans les soins de santé ailleurs, où on utilise des termes irrespectueux pour décrire nos patients ou les autres personnes que nous desservons ou leurs familles. Euh, on applique des étiquettes ou on porte des jugements sur eux et tout ça vise à créer une distance émotionnelle entre eux et nous. Et c'est ce que j'ai beaucoup vu quand on travaille avec les personnes qui sont sans abri ou encore une fois avec les prisonniers avec qui j'ai travaillé. Alors, le but de cette réflexion, c'est donc d'en arriver à constater que le travail qu'on effectue dans des professions très stressantes et on est exposé à des traumatismes est très différent du travail effectué par d'autres citoyens ordinaires et quels outils est-ce qu'on utilise pour se recalibrer. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Une étude, ça s'appelle l'étude de, je sais que c'est un petit peu long, là, mais d'actes personnalisés de sensibilité interpersonnelle. Je vais expliquer ce que ça veut dire. En 2001, il y a une scientifique, une chercheure qui s'appelait Jane Dutton, qui était à l'Université du Michigan, et une de ses collègues ont commencé à étudier comment les personnes qui occupent des emplois qu'on appelle peu prestigieux dans les hôpitaux étaient capables de faire face à ce qu'on pourrait appeler un travail dévalorisé. Comme premier exemple, ils ont choisi des nettoyeurs d'hôpitaux. Cependant, ce qu'ils ont appris pendant leur étude les a tellement surprises que ça a changé la trajectoire de leur recherche pendant une décennie entière. Alors qu'ils interrogeaient le personnel de soutien d'un grand hôpital du Midwest, ils ont découvert un sous-ensemble de nettoyeurs d'hôpitaux qui ne se considéraient pas du tout comme faisant partie du personnel d'entretien. Ces personnes-là se considéraient comme faisant partie intégrante de l'équipe de guérison. Cette perspective a tout changé pour Dutton et son collègue. Ils ont décrit que ces gens-là se sentaient qu'ils faisaient partie de l'équipe et qu'ils se sentaient reconnus et valorisés par l'équipe au complet et par le leadership. Ils disaient avoir la permission de faire preuve d'actes personnalisés de sensibilité interpersonnelle. Par exemple, ils ressentaient de la fierté à remplacer les fleurs séchées dans la chambre d'un patient ou ouvrir un rideau pour laisser entrer la lumière du soleil. Ils restaient dans le cadre de leur rôle, c'est clair, mais avaient l'impression de contribuer à leur manière au bien-être du patient. Un autre exemple d'acte personnalisé de sensibilité interpersonnelle, c'est dû à une conversation que j'ai eue avec une policière qui travaillait pour les forces de la police provinciale de l'Ontario. Et elle m'a dit que lorsqu'elle a entendu parler de notre outil de debriefing à faible impact, dont je vais parler dans 2 minutes, elle a décidé d'essayer de l'utiliser lors de ses notifications de décès. Et elle a dit qu'elle s'était rendue compte que c'est clair que c'est un mal nécessaire, d'accord, donner des très mauvaises nouvelles, mais qu'avec l'outil qu'elle avait adopté, elle se sentait confiante, compétente, elle pouvait le faire avec compassion et elle a dit que ça a tout changé pour elle et elle a même commencé à former d'autres collègues pour utiliser l'outil de debriefing à faible impact. Alors, brièvement, le debriefing à faible impact, c'est un outil qu'on a développé pour aider les professionnels à développer des stratégies pour éviter l'effet de contagion, du partage des histoires troublantes, mais c'est aussi une façon de le faire. Ben, je vais vous donner l'exemple de la policière. Elle a dit que même si c'était un travail difficile, elle était maintenant capable d'annoncer la terrible nouvelle avec gentillesse et compassion, mais aussi elle se sentait elle-même confiante et compétente en le faisant. Puis elle pouvait après éviter de retraumatiser ses collègues lorsqu'elle faisait son propre debriefing avec eux après l'événement tragique.
C'est probablement notre outil le plus populaire. Je pense que ça fait quoi, 15 ans qu'on l'a. Et à chaque fois que je l'utilise ou que les équipes les utilisent, ils me donnent le feedback que c'est vraiment très utile. Euh, le deuxième cercle de Baranowski et Gentry s'appelle les conflits internes. Quand je présente ce cadre-là, on me pose souvent des questions sur cette section-là relative à justement la résolution de conflits internes. Et beaucoup de gens me demandent, ça veut dire quoi, c'est un conflit interne? Je vais vous expliquer brièvement ce que ça signifie. C'est vraiment un concept très psychologique et très clinique. Mais brièvement, un conflit interne, c'est une situation dans laquelle on adopte des comportements potentiellement malsains pour des raisons internes. Je vous donne un exemple. Disons que je suis très malheureuse dans ma relation avec mon conjoint. Le moyen que j'ai trouvé pour éviter les conflits consiste à accepter de faire beaucoup d'heures supplémentaires. J'atteins donc mon but, n'est-ce pas? Alors, j'évite le conflit et en réalité, la véritable raison des heures supplémentaires, c'est d'éviter d'affronter ce qui se passe à la maison. Alors, même si c'est un bon exemple de surtravail, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on fuit une autre situation. Et quand on fait une autre situation en travaillant trop, on obtient aussi un gain secondaire. Alors, c'est ce qu'on entend par un conflit interne et un gain secondaire, c'est est-ce que vous retirez des bénéfices de certains de vos comportements d'évitement et si oui, lesquels? Et c'est tout simplement une invitation à la réflexion sans jugement. L'autre cercle, c'est les soins de soi. Attendez, là, voici. OK, les soins de soi. Écoutez, ça fait, comme j'ai dit tantôt, ça fait presque 30 ans que je travaille dans ce domaine. Et vers 2015, j'ai eu un petit peu une crise une crise existentielle. Je travaillais avec beaucoup d'organismes qui mettaient surtout l'accent sur les pratiques individuelles du self-care. Vous savez, ils disaient à tout le monde de respirer, de prendre des bains, puis que ça allait tout régler. Et évidemment, j'ai commencé à entendre de nombreux professionnels déclarer que ces stratégies étaient insuffisantes. Il y avait parfois l'impression que les dîners-conférences sur le self-care, les balles anti-stress, puis l'accès à une salle de sport qui était offert par le milieu de travail n'avaient pas permettre vraiment d'autogérer leur santé. Ça envoyait en même temps un message que les personnes devaient s'efforcer de mieux prendre soin d'elles-mêmes. Tu sais, l'organisme, dans le fond, donnait un message que c'était qu'on n'avait pas besoin de revoir les conditions de travail et on sait que c'est pas du tout vrai. Et j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle Au-delà du chou frisé et que j'ai publié en 2015 ou dans lequel j'explique justement que les pratiques individuelles sont évidemment importantes, mais qu'elles sont loin d'être la solution magique que les gens espèrent peut-être. Puis, en vérité, c'est que la plupart de vous savez qu'on doit bien dormir, faire de l'exercice physique, même si on ne le fait pas nécessairement régulièrement, mais on sait qu'on a quand même besoin d'avoir un rituel de bien-être, mais que ce n'est pas toute la solution. Alors, attendez, je saute une couple de choses parce que j'ai toujours trop de matériel et pas assez de temps. OK. Alors, le prochain, c'est la connexion avec les autres. Après les attentats du 11 septembre, il y a des études qui ont démontré que le plus important pour les civils qui avaient été témoins des attentats au centre-ville de New York, c'était d'avoir du soutien émotionnel dans leur vie personnelle. Ceux qui rentraient chez eux auprès des proches soutenants allaient beaucoup mieux que ceux qui vivaient dans des relations malsaines ou qui n'avaient aucune famille ou amis pour les appuyer. On sait finalement qu'il n'y a aucune intervention biologique, neurobiologique plus efficace qu'une relation sécuritaire. Alors, passons maintenant brièvement aux compétences en matière de résilience. Comme j'ai dit tantôt, la plupart d'entre vous connaissent les bases de soins personnels tels que le sommeil, la bonne alimentation, mais est-ce que vous connaissez les outils que vous pouvez utiliser pour vous réinitialiser avant, pendant et après une exposition à des histoires très troublantes? Alors, je vais partager un outil avec vous qu'on a développé dans mon équipe qui a été publié l'an dernier. Alors, premièrement, un de mes collègues, Brian Miller, qui a publié un livre qui n'est malheureusement pas encore traduit en français, il remet en question les bienfaits de ce qu'on appelle la récupération après le travail, qui consiste à attendre nos fins de journée pour traiter des expositions difficiles. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on est émotionnellement dysrégulé, même si on parvient à faire semblant que tout va bien, on risque vraiment de perdre accès à notre pleine présence. Et je veux vous proposer quelques études dans le temps qui nous reste qu'on a développées
un groupe d'experts conseils. Je vais vous parler un petit peu de notre travail. Alors, je fais partie d'un groupe d'experts conseils qui s'appelle le Secondary Traumatic Stress Consortium. Et c'est un groupe qui explore les meilleures pratiques pour aborder le stress traumatique secondaire et les facteurs connexes. Et c'est qu'on a fait, c'était un processus de consensus entre experts. Alors, on a réussi, en consultant tous les experts qui étaient disponibles, à créer une série de recommandations qui s'appelle Best Practices for Addressing Secondary Traumatic Stress. Et il y a 7 outils individuels et 7 outils organisationnels. C'est un outil qu'on a développé aux États-Unis. Alors, il est malheureusement pas présentement disponible en français. En passant, si vous souhaitez obtenir la permission de les traduire, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vais vous donner volontiers la permission en échange d'une copie de traduction. Mais pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'une de nos recommandations qu'on a faites aux individus et on appelle ça les outils de régulation. Allez, ma diapo, des outils pour la récupération émotionnelle. En passant, je suis persuadée qu'il y a bon nombre des problèmes qu'on vit aujourd'hui dans le monde qui sont étroitement liés à une mauvaise régulation des émotions et de notre système nerveux. Et aussi au fait que les gens sont tellement dysrégulés qu'ils ne sont plus capables de s'écouter les uns et les autres. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Un de mes préférés s'appelle la pause respiration 3 minutes. Vous allez voir dans vos ressources qu'on a créé des cartes postales que vous pouvez télécharger, copier, partager avec d'autres, il n'y a vraiment aucun problème. La pause respiration 3 minutes, c'est mon outil préféré. Vous pouvez l'utiliser avant de commencer à travailler, lorsque vous préparez une réunion difficile ou à la fin de votre journée de travail. J'ai tendance aussi à l'utiliser quand je souffre d'insomnie. Et comme vous connaissez probablement plein de beaux outils de gestion ou méditation pleine conscience, ce qu'on sait, c'est que ces outils-là fonctionnent bien quand on les utilise tous les jours pendant un minimum de 21 jours à la file. C'est là qu'on crée un petit peu ce circuit dans notre cerveau où maintenant, j'ai tout simplement à visualiser cette carte postale et je me sens immédiatement beaucoup plus reposée. Il y a plein d'outils, sont gratuits, ils prennent 2 ou 3 minutes et honnêtement, il y a des gens qui vont me dire, j'ai pas le temps de prendre une pause de 3 minutes de respiration et je dis vraiment, avec respect, combien d'entre nous écoutons Netflix jusqu'à ce que l'enseigne dise, êtes-vous encore là? Oui, Diana, how are we doing for time? Comment ça va pour le timing? Tout va bien? Oui? OK. Oui, tout va bien, il n'y a pas de questions encore dans le Q&A. Alors, est-ce que tu veux que je continue pendant 5 minutes, puis après ça, on voit? Oui, 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 bien OK, sûr. super. Alors, vraiment pour commencer à conclure ma présentation, c'est ce que je vous recommande. Il y a une ancienne expression qui dit creuser là où le sol est mou. On a tous un plan d'action qu'on peut élaborer et il y a certains parmi vous qui vont avoir des circonstances extrêmement exigeantes présentement. Vous n'aurez pas nécessairement la capacité de faire d'énormes changements, mais je vais vous inviter à consulter ce qu'on appelle la carte d'équilibre. La carte d'équilibre est un de mes outils préférés. Visuellement, c'est très simple. Je pense que je l'ai ici. Attends, je vais juste voir si j'ai ma carte d'équilibre, mais sinon, je vais tout simplement la décrire. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai pris 9 rectangles et je me suis dit, de quoi ai-je besoin, moi, pour maintenir mon équanimité? De quoi ai-je besoin pour tout simplement être en forme et continuer à faire ce travail? Et ce qu'on voit, c'est qu'au début, moi, j'ai besoin des choses très simples. Je ne sais pas si si c'est vrai pour vous. J'ai besoin d'une bonne qualité de sommeil. J'ai besoin d'exercice physique, j'ai besoin de simplifier certaines choses, mais ce n'est pas assez. Ce que je trouve qui est vraiment important, c'est d'apprendre des outils pour gérer justement l'incertitude, pour développer nos compétences, pour avoir accès à un contexte, un support social, avoir des activités à l'extérieur de nos soins palliatifs ou du travail que l'on fait, qu'on appelle vraiment des activités de loisirs. Écoutez, j'ai rencontré une charmante jeune femme la semaine dernière qui m'a dit que son activité de loisir, elle travaille pour, mettons, les services correctionnels, puis elle a dit que ses activités de loisir, c'est de travailler au 911. Alors, elle fait les cas, elle travaille au 911, elle est téléphoniste au 911 pour la police locale et elle a décrit ça comme son activité de loisir. Avec respect, si vous travaillez en soins palliatifs et que votre activité de loisir, c'est aussi aider les gens qui sont dans des situations critiques,
Ce n'est pas un hobby. Un hobby, c'est faire du jardinage, de la pêche, du sport. Alors, est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous pouvez vraiment déconnecter des défis du travail que l'on fait pour justement commencer par vous-même? Alors, je veux juste conclure en disant, premièrement, je vous invite à commencer par vous. Évaluer les facteurs qui augmentent vos sources de stress et ceux qui contribuent à atténuer les impacts de votre travail. Aussi d'identifier vos signes avant-coureurs. Quelle est votre zone de tolérance? Quelles sont les choses dont vous avez besoin présentement? Aussi, quelle est Rappelez-vous aussi, c'est ça, que les recherches sur la récupération après une montée émotionnelle montrent qu'il existe des stratégies que j'ai décrites où on peut intégrer dans nos pratiques quotidiennes pour se recentrer et se rééquilibrer. Mais aussi, prenez le temps d'apprendre ce qui fonctionne pour vous. Ce qui va fonctionner pour vous ne sera pas nécessairement le même outil qui va fonctionner pour moi. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les techniques de respiration, par exemple, ça les rend anxieux, et il y a d'autres qui adorent ces techniques-là. Alors, il y a plein d'options et c'est d'essayer des choses et de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Je vous recommande aussi de vous entourer de collègues en qui vous avez confiance et avec qui vous vous sentez en sécurité pour être vulnérable et aussi d'avoir la chance de développer, si vous êtes vous-même superviseur, de réfléchir à votre propre capacité fonctionnelle, à l'impact de l'exposition au traumatisme secondaire sur vous-même, ainsi qu'à vos stratégies pour vous rééquilibrer lorsque votre équipe se tourne vers vous pour obtenir des soutiens et des conseils. Alors, voici justement la carte d'équilibre que j'avais mentionnée tantôt. Comme je vous ai dit, la vôtre n'aura pas nécessairement l'air de la même chose que moi. Moi, ça fait 15 ans que je l'ai développée. Je n'ai jamais eu à changer quoi que ce soit. Je vais mentionner une ici parce que je pense que c'est très pertinent présentement, étant donné les situations d'incertitude que l'on vit. C'est que pour moi, j'ai vraiment l'incertitude m'affecte beaucoup. Puis c'est peut-être pas pour vous aussi, mais je sais pas c'est quoi votre histoire personnelle, mais pour ma part, j'ai vécu beaucoup d'incertitudes pendant ma jeunesse. Alors, ce que je n'aime vraiment pas, ce sont les surprises, même lorsqu'elles sont positives. Alors, donc, si en passant, vous êtes mon patron et que vous m'envoyez un courriel le vendredi soir à 17 heures pour me dire Françoise, est-ce qu'on pourrait se rencontrer lundi matin à 9 heures? Passe une bonne fin de semaine. Je ne vais pas très bien réagir. Je vais passer toute la fin de semaine et m'imaginer qu'il y a un problème et que je vais peut-être même me faire congédier. Je vais passer donc toute la fin de semaine dans un état d'hyper-excitation. Ça, c'est mon histoire à moi. Une telle situation n'a rien à voir nécessairement avec la situation actuelle, mais j'ai eu à un moment donné des conversations avec mes supérieurs et avec des personnes de ma famille pour leur expliquer, écoute, j'ai juste besoin d'un moment, j'ai besoin d'un avertissement préalable parce que sinon je deviens moi-même déréglée. Et si vous m'appelez à l'avance pour me dire que les plans ont changé, tout va bien, j'ai juste besoin d'un moment pour me réintégrer dans ma fenêtre de tolérance. Alors, c'est vraiment individuel, mais je vous invite à penser, qu'est-ce que vous mettriez, vous, dans vos 9 carrés? De quoi avez-vous besoin? Alors, je vais terminer par mentionner, si vous avez déjà participé à d'autres de notre présentation, vous savez qu'on a développé un concept, un schéma qui s'appelle le diagramme de Venn, qui vous invite aussi à identifier quelles sont les sources de stress pour vous dans votre travail. Et ça va varier dépendant de vos circonstances individuelles. Qu'est-ce qui se passe présentement? Vos circonstances personnelles, peut-être que vous êtes en train de traverser un moment difficile dans votre vie, vous êtes peut-être vous-même un aidant, une aidante naturelle à la maison. Vous avez peut-être une situation de famille qui est très troublante. Ça va évidemment amplifier le stress de votre travail. Peut-être que vous avez vécu des deuils au travail, que ce soit des grands deuils ou peut-être des changements comme une clinique qui ferme ou une fusion ou un superviseur ou un leader aimé qui part ou qui prend sa retraite. Pensez aussi aux expositions directes et indirectes au trauma potentiel dans votre travail. Comment on gère la détresse morale et l'impact que ça a sur nous quand il y a des échecs des systèmes ou des empêchements de faire le travail comme on pense que ça devrait être fait. Quelles sont vos conditions de travail et quel est aussi le contexte socioculturel dans lequel vous travaillez présentement? Et je pense que c'est une bonne conclusion, Diana, pour ouvrir et voir s'il y a des gens qui ont des questions. Mais en sommaire, je veux recommander un excellent livre disponible seulement en français pour une fois, de l'excellente Sonia Lupien, que vous connaissez probablement. Diana, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais Par amour du stress est, selon moi, le meilleur livre qui a été écrit simplifié sur la neuroscience du stress. C'est ce que je vous recommande à tout le monde vraiment à consulter. C'est super.
Ah, super, un gros merci, Françoise. Je suis en train de regarder le Q&A. J'invite tout le monde à déposer vos questions ou bien lever la main. Nous allons enlever la sourdine pour que vous puissiez demander des questions à Françoise. Profitez-en. C'était définitivement, je vous dirais, un exposé complet. Puis ça me permet, même moi, à vraiment avoir beaucoup de réflexion, là. Un gros deep dive à l'interne, je trouve. Hmm. Effectivement. Ce livre aussi, nous allons le partager. Françoise, jetez un coup d'œil dans le chat. Il y a quelques participants qui communiquent un peu avec vous. Mais on va le partager aussi en tant que ressource. Et je me souviens que vous m'avez aussi envoyé un autre ressource, un autre document. Euh, Oui, on va le partager aussi lorsqu'on va envoyer oui, le c'est les suivi. ressources digitales et vous allez voir quand vous consultez la ressource digitale qu'on a créée, c'est ça dont tu parles, hein, Diana. Vous Oui, allez voir qu'il y a plein d'accès à des outils complètement gratuits, que ce soit offerts soit par moi ou par d'autres. Puis aussi, on a créé une source de ressources exclusivement en français aussi. super. Oui, je vais le partager avec tout le monde. Et oui, pour répondre à Lucie Sarrazin, oui, non, c'était pas Lucie Sarrazin, c'est Marilyn. Oui, vous allez avoir accès à la présentation, bien sûr, ainsi que l'enregistrement. Donc, il n'y a pas. Ah, ben, on vous remercie. Il y a pas de. Il y a Ah, vraiment pas- Je pense que les gens sont vraiment en réflexion. C'est vous donner quelques items ici et là. Ils sont en gros merci pour cette excellente présentation. Un gros merci à tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'ai inclus dans le chat un petit sondage de rétroaction. Je vous invite, on veut toujours savoir, notre conférencière aussi aimerait avoir votre feedback. Bien sûr, on voit que c'est positif dans le chat, mais juste nous laisser savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette session. Et un enregistrement de cette session sera envoyé par courriel aux inscrits. Donc, même si vous étiez là aujourd'hui, vous allez recevoir le courriel. Donc, soyez à l'affût. Encore une fois, un gros merci à notre conférencière Françoise. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et un gros merci à tout le monde qui nous a joints aujourd'hui. Oh, merci tout le monde. Merci, merci. Diana. Bonne journée, tout le monde. Au revoir. Merci.